Combien de temps pourriez-vous tenir dans de telles conditions? Il me semble que ce que tu as décrit à l'instant peut en fait se résumer à un résultat en deçà de nos attentes. Les gens savaient-ils alors que toute leur communication était collectée de cette manière? Car le paradigme technologique dans lequel elles existent est fondamentalement déficient. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la traduction synthétique d'une discussion entre le lanceur d'alerte Edward Snowden et le cofondateur de Polkadot, Gavin Wood. La conversation porte sur l'émergence de sociétés de contrôle dans le monde entier. Elle est issue de la conférence The Next Web 2022. En 2024, leurs observations restent plus actuelles que jamais, étant donné que certaines des choses qu'ils mentionnent au cours de la discussion, comme la surveillance aux États-Unis, ont empiré au cours des mois passés. Sans plus attendre, voici Edward Snowden et Gavin Wood. Comment en sommes-nous arrivés à Internet tel qu'il existe aujourd'hui? Comment s'est-il construit autour de nous? Nous en dépendons tous maintenant, mais personne ne nous a demandé si on voulait qu'il fonctionne comme il le fait. On part du principe que les utilisateurs sont d'accord, que le fonctionnement d'Internet représente notre volonté et nos désirs. On suppose que vous êtes satisfait de toutes les étapes du processus de l'utilisation d'un téléphone, à partir de son achat et de sa sortie de la boîte, jusqu'au moment où vous visitez un site web. Vous consentez en un clic à 400 pages de conditions d'utilisation rédigées dans un jargon juridique. Personne ne les lit vraiment, mais il est nécessaire de les accepter pour utiliser l'appareil que vous venez d'acheter. Il n'est pas possible de sauter cette étape. La seule option est d'appuyer sur OK. Et il considère que cela fait office de consentement. Or, je pense que si nous en avions vraiment l'option, ni vous ni moi ne donnerions notre accord. Ce fonctionnement est injuste, et pourtant, il est nécessaire de s'y plier. Peut-on vivre une vie normale dans le monde moderne sans avoir recours aux logiciels de Google ou d'Apple? Je sais qu'il y a quelques amateurs de Linux qui pensent que oui, mais pour la majorité des gens, la réponse est clairement non. Toutes les applications, tous les services contemporains sont subordonnés à cette acceptation. Pour rappeler un taxi aujourd'hui, on n'utilise plus un numéro de téléphone, mais une application. D'une certaine manière, le système financier est similaire. Théoriquement, il est censé représenter notre volonté collective, mais concrètement, l'inflation est omniprésente. Avant, nous croyions à l'idée qu'il existait un conflit entre une classe ouvrière et une classe capitaliste. Aujourd'hui, la division que l'on voit est entre une classe dirigeante et une sous-classe collective. C'est pourquoi nous avons des systèmes qui nous gouvernent bien plus qu'ils ne nous représentent. La blockchain et Internet sont tous les produits d'efforts visant à produire des systèmes décentralisés. Au début d'Internet, nous étions beaucoup plus investis dans le système, que nous avons bâti et dirigé collectivement. Si quelqu'un voulait publier quelque chose, il installait son propre serveur. C'était le web en lecture seule, aussi connu sous le nom de Web 1.0. Mais Internet a changé. Il était initialement une structure coopérative et créative, et est devenu quelque chose de commercial et de compétitif. Concrètement, il a été colonisé par des industries et des entreprises qui ont construit leurs propres canaux et ont invité le public. Ils leur ont donné le sentiment qu'ils pouvaient posséder leur propre petit coin d'Internet, leur page web personnalisée, si vous vous souvenez des sites comme MySpace ou GeoCities. En réalité, les gens ne possédaient rien du tout. Ils n'avaient que l'impression d'être propriétaires d'une page. En fait, les utilisateurs ont donné une licence aux sociétés technologiques en leur donnant gratuitement leur contenu. À partir du moment où vous aviez cliqué sur OK, vous n'aviez plus rien à dire. Votre contenu leur appartenait. Aujourd'hui, les réseaux cellulaires que nous utilisons pour nous connecter à Internet et qui ont remplacé l'ADSL fonctionnent suivant la même logique. Les entreprises de téléphonie affirment que les enregistrements de vos communications ne relèvent pas de votre vie privée. Ils leur appartiennent. AT&T sauvegarde tous vos enregistrements depuis 1987. Cela signifie que depuis ce moment, ils ont une trace de toutes les conversations que vous avez eues sur leur réseau et de tous les mouvements de vos appareils en fonction des tours de téléphonie cellulaire auxquels ils se sont automatiquement connectés. Chaque trajet en voiture, chaque vacances, chaque fois que vous êtes rentré chez vous pour vous reposer, tout est dans leur dossier, auquel ils donnent accès à certaines personnes en tant que service. Bien entendu, les sociétés financières ont fait exactement la même chose. C'est un problème que nous sommes censés avoir résolu avec les crypto-monnaies et leur indépendance. Mais en réalité, ce que nous constatons en ce moment, c'est que ce même besoin de financiarisation, ce même besoin de centralisation, se déplace dans l'espace des réseaux décentralisés. Nous répétons les erreurs du passé, qui nous ramènent à l'origine des problèmes que nous cherchions à résoudre. Gavin, laisse-moi te demander, es-tu d'accord avec ma vision de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et du processus qui nous y a amenés ?
Où allons-nous si le statu quo est un réseau orienté vers les intérêts des institutions plutôt que vers ceux du public? Où allons-nous finir si nous continuons dans cette direction? J'ai beaucoup de choses à répondre à ça. Je pense que tu poses une question cruciale qui est la suivante. Est-ce que c'est quelque chose que nous voulons vraiment? Désirons-nous vraiment avoir la capacité d'examiner notre monde et les systèmes qui le composent, qu'il s'agisse d'observer des phénomènes naturels ou des phénomènes technologiques? C'est un choix que nous avons devant nous. Est-il important pour nous de connaître le fonctionnement des systèmes que nous utilisons et de pouvoir raisonnablement prédire leur fonctionnement futur? Le siècle des Lumières et la science moderne sont tous les deux nés d'une démarche similaire, consistant à mesurer des systèmes, élaborer et tester des théories, et créer des modèles dans le but de prédire le comportement de ces systèmes. Il me semble que ce que tu as décrit à l'instant peut en fait se résumer à un résultat en deçà de nos attentes. Nous nous attendions à ce que les fournisseurs d'accès ne nous espionnent pas et qu'ils ne collectent pas nos informations. Ces standards n'ont vraisemblablement pas été atteints. Allons-nous considérer que cet échec n'est pas acceptable et exiger que nos attentes soient satisfaites? C'est la principale question que nous devons nous poser. Et je ne suis pas convaincu que ce soit suffisamment important pour nous tous. Cela reste encore à déterminer. Si on veut voir les choses du bon côté, on peut faire un parallèle avec la sécurisation SSL des sites web. Jusqu'en 2013, nous nous en fichions. Et puis, nous avons changé de posture et la grande majorité des sites et services web que nous utilisons aujourd'hui sont HTTPS. Cela donne donc des raisons d'espérer. Voici une question subsidiaire que je voudrais poser. Si nous décidons de ne pas corriger les systèmes que nous utilisons tous les jours, ne faisons-nous pas que remettre à plus tard un problème qui va empirer? Serons-nous forcés de nous pencher sur ces problèmes quand la société sera devenue beaucoup plus volatile, quand la confiance aura été complètement perdue, comme ça a été le cas pendant la crise financière de 2008, et quand le chaos sera tel que de toute façon, il n'y aura plus grand-chose à sauver? Oui, je pense que si l'on veut parler de ce que l'on veut, il faut déjà se poser la question de savoir ce que les gens perçoivent. L'individu moyen se rend-il compte de la menace? Revenons à l'époque d'avant 2013, lorsque la surveillance de masse mondiale a été rendue publique. On s'est rendu compte que les gouvernements du monde entier conspiraient, non pas contre des ennemis étrangers, mais contre la population, parce qu'ils craignaient un scandale si leurs actions étaient rendues publiques. À l'époque, dans la plupart des pays, ce n'était pas légal, mais cela se construisait déjà autour de nous. Les gens savaient-ils alors que toute leur communication était collectée de cette manière, comme Gavin l'a mentionné? Il y avait des spécialistes, il y avait des universitaires, il y avait des gens qui comprenaient que techniquement cela était possible. Mais le conducteur de bus le savait-il? Et l'employé de bureau moyenne? Je ne pense pas. Et en fait, si on regarde la position des médias de l'époque, avant 2013, les gens n'y croyaient pas. Mais il existait déjà un système mondial de surveillance de masse dans lequel chaque connexion avec un site web, que vous soyez un criminel ou une personne lambda lisant des articles de journaux, était ingérée dans un système. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada en faisaient partie. Ils partageaient les informations qu'ils connectaient et les transmettaient également à d'autres puissances dans le cadre d'une collaboration en matière de renseignement. Le nom de cette alliance des pays anglophones, Five Eyes, les 5 yeux, sonne comme une conspiration tout droit sortie d'un film de James Bond. Or, il se trouve qu'elle est bel et bien réelle. Les documents non classifiés du gouvernement sont disponibles en ligne. Vous pouvez les lire si vous le souhaitez. Mais les médias ont traité cette possibilité comme une théorie du complot parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi ni comment cela pourrait être vrai. Et je pense que c'est la perception de la menace qui produit la possibilité d'une action à grande échelle. Les experts, universitaires, ingénieurs auraient pu faire quelque chose, mais ils avaient d'autres intérêts et d'autres problèmes. Ils ne voyaient pas le danger, même s'ils savaient qu'il s'agissait d'un problème potentiel, car ils disaient qu'il n'y avait aucune preuve que la surveillance était utilisée mondialement de manière industrielle. Cela n'a commencé à changer que lorsque nous avons commencé à obtenir des preuves. Mais tout cela soulève la question suivante. Quelles sont les menaces qui nous échappent aujourd'hui? Lorsque nous regardons ce qui se passe avec les perturbations du marché, l'effondrement des chaînes d'approvisionnement et les restrictions du droit d'aller et venir héritées de la pandémie, on est en droit de s'inquiéter. À l'époque, les frontières ont été fermées instantanément. Les gens ont dû installer des applications et beaucoup de choses ont rapidement changé à grande échelle, sans qu'on ait aucun précédent historique sur lequel se baser. En Chine, 25 millions de personnes dans la seule ville de Shanghai n'ont pas été autorisées à quitter leur appartement ni même à commander de la nourriture. Combien de temps pourriez-vous tenir dans de telles conditions? On est arrivé à un moment historique où nous sentons tous que les choses vont mal. On voit tous l'assiette commencer à tomber au ralenti. On tend le bras pour essayer de l'attraper,
Mais si on avait su qu'elle allait tomber, nous aurions eu plus de chances d'éviter qu'elle se brise. Et j'ai peur qu'elle casse. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas réalisé à quel point nous étions devenus dépendants du monde numérique à temps, avant que les institutions ne commencent à l'utiliser comme levier politique pour manipuler nos comportements. Les banques en sont actuellement le meilleur exemple. Ils peuvent vous couper les vivres à tout moment. Votre argent est entre leurs mains. Ils sont censés agir comme de bons gestionnaires. Mais récemment, nous avons commencé à voir les cas de personnes débancarisées parce qu'elles ont participé à des manifestations ou parce qu'elles soutiennent certains mouvements. Les manifestations peuvent certes parfois être perturbantes et impopulaires, mais elles sont aujourd'hui traitées de la même manière que l'extrémisme violent, les soulèvements, les milices armées. Ces choses ne sont pas les mêmes. Les gouvernements se rendent maintenant compte qu'ils disposent de nouveaux outils, ce qui fait entrer le public dans une situation périlleuse. Je pense que nous réalisons tous qu'il y a un déclin généralisé. On peut le voir dans le secteur crypto, par exemple, où les gens se traitent comme des concurrents plutôt que comme des alliés. Les gens semblent focaliser sur le fait de faire fortune. Ils ne se concentrent pas tant sur l'utilité des réseaux qu'ils construisent que sur les avantages financiers qu'ils peuvent en tirer. C'est vraiment le danger de l'époque actuelle. On arrive à un moment de précarité, à la suite d'une longue période d'abondance où tout le monde a pu avoir ce dont ils avaient besoin sans avoir à se soucier vraiment de ce qui se passait dans le monde extérieur. On pouvait rester chez nous devant un écran sans que personne ne nous dérange à moins que l'on fasse quelque chose de vraiment extrême. Mais on arrive à une époque où il y a des limites à ce qui est disponible, où il n'y en a pas assez pour tout le monde. Peut-être qu'il n'y aura pas de problème dans votre pays riche, mais d'autres pays traverseront des pénuries et des famines. L'une des plus grandes conséquences d'Internet pour moi, c'est le lien qu'il crée entre tous ceux qui sont sur ce réseau mondial. Nous n'avons pas encore réalisé que le tissu national, les structures que nous superposons sur la race humaine, les frontières, les passeports sont des concepts artificiels qui nous empêchent de reconnaître que nous sommes tous dans le même camp. Malheureusement, nous entrons dans des temps difficiles sans avoir préalablement anticipé et sans s'être préparés à la menace, principalement à cause d'une politique et d'une pensée à courte vue. Comment allons-nous nous en sortir ? Imaginons une situation hypothétique, en laissant de côté le meilleur scénario et en réfléchissant un peu plus cyniquement, avec un peu plus de scepticisme. Que se passerait-il si nos systèmes commençaient à casser, au point où la nature d'Internet, ce réseau interconnecté dont nous bénéficions tous, était menacée ? Aujourd'hui, nous faisons déjà face à des menaces, mais aucune qui puisse nous faire penser qu'Internet lui-même est en péril. Vaut-il mieux partir du principe que les choses vont continuer à fonctionner de la même manière ou construire les technologies qui garantiront notre liberté ? Ne faut-il pas travailler sur les éléments les plus fondamentaux pour protéger un réseau qui est devenu indispensable ? C'est vrai que la situation actuelle a encore beaucoup de marge pour s'aggraver. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas vraiment réfléchi à l'ampleur potentielle du changement dont nous parlons. Aujourd'hui, pour vous connecter à Internet, vous souscrivez un abonnement à un fournisseur d'accès qui vous donne un module d'identité d'abonné, une carte SIM, que vous insérez dans votre téléphone. Elle s'associe à une puce qui contient 2 identifiants universellement uniques. Bien sûr, la carte SIM contient le numéro de téléphone individuel, mais surtout l'IMSI, identifiant individuel de l'abonné mobile. C'est cela que la police peut utiliser pour vous tracer. L'IMEI, qui est un numéro d'identification que possède chaque téléphone en dehors de la carte SIM, ne peut pas être modifié. Il est gravé lors du processus de fabrication, et s'il était possible de le changer, cela serait illégal. Tous ces éléments permettent d'indiquer au réseau que vous avez payé pour le service de téléphonie. Mais est-il obligatoire de structurer le système ainsi ? Je ne pense pas. Nous pourrions utiliser une sorte de jeton anonyme et montrer la preuve cryptographique que nous avons payé pour un service, sans avoir à révéler notre identité ou le téléphone que nous utilisons. Nous pourrions simplement partager une adresse de routage, une sorte de numéro de téléphone éphémère, pour permettre aux gens de nous joindre pendant une durée déterminée, 7 jours ou 7 ans, en fonction de ce que l'on aura choisi. Mais ce n'est pas comme ça que nous avons construit le système, même si la capacité technologique pour le faire existe aujourd'hui. Si la volonté existait chez le gouvernement, chez les fournisseurs d'accès à Internet ou même chez une puissance étrangère, on pourrait changer cela dès aujourd'hui. Que se passe-t-il si on essaie d'éviter le réseau mobile et qu'on tente par exemple d'utiliser des liaisons radio locales ? Il existe une idée ancienne du Web 2.0, le Mesh Network, ou réseau maillé, où tout le monde est à la fois diffuseur et récepteur de données. Les flux et les mises à jour des gens sont transmises à votre téléphone lorsqu'ils passent à côté de vous, et vous les transmettez à votre tour aux téléphones environnants. Bien sûr, il y a des limites de stockage et de bande passante. Ce système ne fonctionne pas parfaitement. L'autre problème, c'est que ces communications sans fil, bien qu'elles ne soient pas visibles à l'œil nu, sont très faciles à repérer sur le spectre électronique.
Ça ne serait donc pas une solution dans une société autoritaire. On pourrait facilement traquer les émetteurs non autorisés et vous envoyer au goulag. En Chine, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer comme bon vous semble. Pour aller au supermarché, vous devez présenter un téléphone portable, autorisé sur les réseaux, qui se connecte à la base de données gouvernementale centralisée pour récupérer votre identité centralisée. Un code, vert, jaune ou rouge, détermine si vous êtes autorisé à entrer dans le magasin. Actuellement, c'est un code de santé, mais cela pourrait être modifié pour n'importe quelle raison. Si vous n'êtes pas accepté, si vous n'êtes pas autorisé à passer, quel recours avez-vous ? On en revient à la question de Gavin. Est-ce que c'est quelque chose que nous voulons vraiment ? À l'heure actuelle, tout le monde, même ceux qui détestent Internet, qui détestent la société, utilisent le même réseau. Pensez au pire misanthrope tweetant des horreurs dans un sous-sol sombre quelque part, quelqu'un qui est en désaccord avec vous sur toute la ligne. Lui aussi va en ligne et utilise les mêmes sites web que nous tous. Quand une telle structure est si omniprésente, si incontournable, comment dépasser ce réseau ? Comment progresser ? Comment reconnaître que le système tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas suffisant ? Qu'il pourrait et devrait être amélioré, et que c'est quelque chose que nous pouvons collectivement exiger. Toute personne qui a un tant soit peu étudié l'histoire sait qu'aucun gouvernement ne se réforme de lui-même. Rien n'est facile, et ces réformes sont le produit de luttes victorieuses, qui peuvent néanmoins être accomplies de manière non violente. Mais celles-ci ne se font jamais sans difficulté, et ne se font pas sans sacrifice. Et quelles difficultés supplémentaires, vous l'auditeur, êtes prêt à accepter à une période où tout devient déjà de plus en plus compliqué. Mais d'un autre côté, si vous ne le faites pas, alors qui le fera ? Ce sont les grands défis et les grands espoirs de notre époque. Nous avons vécu l'une des plus grandes périodes de paix de l'histoire, ce qui est un privilège inédit. Grâce à cela, nous avons eu une excellente éducation et un accès à l'information et à la communication que personne n'a eu nulle part et à aucun moment. L'histoire nous pose maintenant la question suivante. Qu'allons-nous faire de ce privilège ? Gavin, je sais que tu n'es peut-être pas d'accord avec moi sur certaines des choses que j'ai dites, mais je sais que tu perçois aussi cette menace et ces difficultés. Comment penses-tu qu'on puisse aborder les choses de manière positive ? Que faudrait-il pour améliorer notre situation non seulement dans l'immédiat, mais de manière durable, pour les décennies à venir ? Je pense que la sensibilisation est la clé. De mon point de vue, ce que nous déplorons est surtout le produit d'une ignorance systémique et du désir de faire confiance à ceux qui nous disent ce que nous voulons entendre. Ceux qui nous répètent que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et que tout fonctionne comme prévu. En apparence, c'est vrai que le système semble fonctionner, mais il est fondamentalement compromis. En réalité, malgré son apparence rassurante, il est fortement corrompu. Plus nous laisserons cette situation durer, plus elle empirera. Le système finira par s'écrouler, car il a été bâti sur des fondations bancales. Dans mon esprit, ce qui peut nous sauver, c'est d'abord un certain degré de scepticisme éclairé à l'égard du monde qui nous entoure. Si nous nous laissons guider par la paresse et que nous ne remettons rien en question, nous méritons ce qui va nous arriver. Il y a un excellent livre d'un physicien appelé Richard Feynman, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel. Il menait une vie très intentionnelle en examinant le monde qui l'entourait. Même s'il n'était pas un expert dans tous les domaines, il était motivé par un désir de comprendre les choses dans leur fondement. C'est quelque chose que nous devrions essayer d'intégrer dans notre façon d'interagir avec le monde. Les gens commenceraient alors peut-être à poser des questions comme « Les banques ont-elles vraiment mes intérêts à cœur ? Sont-elles incitées à me fournir les services dont j'ai besoin ? Et si elles ne répondent pas à mes attentes, en subissent-elles les conséquences ? Suis-je fondé à croire qu'elles vont répondre à mes attentes ? La plupart des systèmes que nous utilisons ne produisent aucune preuve crédible qu'ils sont construits pour fonctionner comme ils le prétendent. Y a-t-il une raison valable de croire que Facebook va continuer de fournir de bonnes garanties en matière de confidentialité ? Bon, en l'occurrence, nous ne nous attendons peut-être plus à grand-chose. Lire leur déclaration de protection de données est un exercice édifiant. Ils disent prendre nos données très au sérieux. Probablement au même niveau de sérieux que celui professé par British Airways, avant qu'un hack ne fasse fuiter les détails des cartes de crédit de leurs clients. Toutes ces organisations peuvent dire qu'elles prennent la sécurité des données très à cœur, mais en réalité, elles ne s'en préoccuperont jamais suffisamment. Ça serait pour elles une tâche impossible, car le paradigme technologique dans lequel elles existent est fondamentalement déficient. Il repose sur un fonctionnement basé sur un point névralgique, un unique fournisseur de services centralisé. Demander qu'un tiers de confiance nous fournisse un service sans jamais faire d'erreur, c'est demander l'impossible.